le cancer. L'une souffre du cancer du sein et l'autre du cancer du col de l'utérus. Il y a un petit bout sur les aisselles ici, là. Quand j'ai pensé que c'est un petit truc, ça va passer. J'ai eu peur, je n'ai pas pu opérer. J'ai dit, si c'est comme ça, il va aller faire indigène. Maintenant, c'est devenu grave. J'étais enceinte de 4 mois. J'ai fait fausse couche. Mon ventre me faisait mal beaucoup. On a fait le cours, c'est le cours qui a dit maintenant que le placenta est resté dans le ventre. On nous a envoyé au CHU de Cocody. Ils ont découvert que le placenta qui est resté, ça a trop duré, donc ça a provoqué plaie dans l'utérus. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers les plus fréquents chez les femmes en Côte d'Ivoire. En 2012, le Programme national de lutte contre le cancer a enregistré 2248 nouveaux cas de cancer du sein, dont la moitié est décédée, et 1346 cas de cancer du col de l'utérus avec 866 décès. Une fois le diagnostic posé, le médecin traitant met en place le protocole de prise en charge. Prenons l'exemple du cancer du sein, qui est le premier cancer. Voilà, le protocole standard qui est utilisé, c'est le protocole FEC100, qui en moyenne tourne autour de 250 à 300 000 francs la séance. Sachant que généralement nous partons jusqu'à 6 séances, voire 8 séances avant de penser à un geste chirurgical. Les nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les thérapies ciblées sont des médicaments qui vont dans l'ordre du million à voire 4-5 millions. Il y a beaucoup de patients qui malheureusement ne peuvent pas faire face au traitement. Des traitements qui nécessitent de gros moyens. Ma petite soeur a sollicité un prêt d'1 million. Nous avons déjà épuisé ces prêts. Moi-même, mes 2 salaires du mois de fin juin, tout a été épuisé. Je suis obligé d'aller solliciter encore un autre prêt de 2 millions. À chaque fois, tu dois payer les médicaments coûtent très cher. Si tu n'as pas de bon même, vraiment, ce n'est pas la peine. Si tu n'as pas une assurance et que vraiment tu n'as pas un salaire vraiment consistant, tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'appui du Programme national de lutte contre le cancer permet d'amoindrir le coût de certains traitements. Mais cela reste encore Bonjour, je suis le professeur David Kayat, cancérologue, professeur de cancérologie à l'université Pierre et Marie Curie, chef du service de cancérologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et professeur de cancérologie également au MD Anderson Cancer Center à Houston, au Texas, aux États-Unis. J'ai écrit ce livre qui est la somme de 30 années d'expérience dans la lutte contre le cancer parce que je me suis dit qu'il était important d'essayer de lutter de la manière la plus évidente, la plus logique, la plus efficace contre cette terrible maladie qui touche un homme sur 2, une femme sur 3 dans notre pays, qui est responsable de 150 000 morts chaque année, qui tue plus dans le monde que le sida, plus la malaria, plus la tuberculose réunie, qui d'après l'OMS tuera 10 millions d'êtres humains en 2020, c'est-à-dire dans à peine 10 ans, qu'il était plus raisonnable d'essayer de lutter contre cette maladie, bien sûr, tout en continuant de chercher des nouveaux traitements, des nouvelles stratégies, de meilleures organisations pour les soins. Je l'ai fait quand j'ai créé l'Institut national du cancer et que j'ai été conseiller de la présidence de la République de 2002 à 2007. Mais j'ai pensé que la meilleure façon de lutter contre le cancer, c'était la prévention. La prévention, éviter la maladie, c'est éviter d'avoir à souffrir de cette maladie, c'est éviter d'avoir à souffrir des traitements, c'est éviter, bien entendu, de risquer d'en mourir. Évidemment, l'alimentation est une cause majeure du cancer. Elle est responsable d'environ 20 à 30% des cancers. Pourquoi? Parce qu'un corps humain, c'est 1 million de milliards de cellules, que chaque jour, nous fabriquons 70 millions de nouvelles cellules pour remplacer celles qui sont parties, qui sont mortes, qui ont vieilli. Avec quoi fabriquons-nous ces 70 millions de cellules chaque jour? Bien évidemment, avec ce que nous mangeons. Ce sont les matériaux avec lesquels nous fabriquons nos cellules. Et de la qualité de ces matériaux va dépendre la qualité de nos cellules. Et si un jour, nous fabriquons une cellule de mauvaise qualité, eh bien, il y a un risque que cette cellule-là, ce jour-là, chez cet individu-là, soit la première cellule d'un futur cancer. J'ai voulu, dans ce livre, reprendre toutes les études qui ont été faites chez l'homme. Et ceci est clair que chez l'homme, chez l'être humain, l'homme et la femme. Pas chez l'animal, où nous savons depuis longtemps déclencher un cancer et le guérir. Pas sur des cellules cultivées dans des boîtes de culture, dans des laboratoires. Non, les études faites chez l'homme, où l'on a comparé ce que mangeaient des volontaires qui ont accepté de participer à ces études de cohorte que l'on a suivies pendant 5, 8, 10, 15 ans. Et chaque semaine, on a regardé ce qu'elles mangeaient. Et au bout du compte, à la fin de l'étude, on a regardé quels sont parmi ces volontaires ceux qui ont développé un cancer du sein, ou un cancer de la prostate, ou un cancer du poumon. Et on a essayé de regarder si ces gens-là qui avaient développé ce type de cancer n'avaient pas mangé quelque chose de particulier
n'avaient pas bu quelque chose de particulier, n'avaient pas préparé leur aliment d'une manière particulière qui pourrait expliquer un lien entre alimentation et cancer. Les femmes japonaises ont beaucoup moins de cancer du sein que les femmes américaines. Pourquoi ? De façon encore plus surprenante, pourquoi, lorsque des Japonaises émigrent aux États-Unis, dès la deuxième génération, leur risque de développer un cancer du sein devient-il équivalent à celui des Américaines ? Ces Japonaises ont-elles changé subitement leur patrimoine génétique ? Absolument pas, bien entendu. Elles continuent de ressembler à des femmes japonaises et rien dans leur aspect extérieur n'a changé. Ont-elles été soumises à un traitement cancérigène quelconque ? La pollution est-elle à ce point plus importante dans les villes américaines qu'à Tokyo ou à Osaka ? Certainement pas. Ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Alors, que s'est-il passé chez ces femmes pour que, en à peine 2 générations, un risque aussi important, aussi spécifique, aussi vital, ait pu être modifié à ce point et expliquer le phénomène observé ? En réalité, une seule chose s'est produite et qui démontre ici, de façon éclatante, le propos de ce livre. Ces femmes, en 2 générations, ont changé de comportement et notamment de comportement alimentaire et ont pris, malheur à elles, les habitudes alimentaires des Américains. C'est pas simple de comprendre comment le fait de manger une orange ou une pomme peut arriver à faire en sorte qu'un nutriment arrive jusqu'à l'intérieur d'une cellule, pénètre dans cette cellule, attaque les chromosomes qui sont notre ADN, qui portent nos 30 000 gènes et provoque la mutation d'un gène ou au contraire préserve ce gène d'une éventuelle mutation due à un pesticide, à de la fumée de tabac ou à n'importe quoi d'autre. De très nombreuses études ont démontré que le jus de grenade consommé en grande quantité était capable de ralentir la progression des cellules cancéreuses de la prostate et d'augmenter le phénomène de mort cellulaire en bloquant le système que nous avons vu des facteurs de croissance cellulaire et de leurs récepteurs, notamment vis-à-vis de l'un d'entre eux, l'IGF-1 ou insuline growth factor, que nous avons vu dans le chapitre sur les sucres. De la même manière, les extraits de grenade ont des effets bénéfiques sur les cancers du sein sensibles aux hormones femelles, généralement ceux que l'on diagnostique après 50 ans, en inhibant une enzyme clé, l'aromatase, qui est responsable de la production d'œstrogènes potentiellement capables de stimuler la progression de cellules cancéreuses dans les seins. La grenade est extrêmement riche en antioxydants, principalement dans le jus et la peau. Des travaux ont d'ailleurs estimé que l'action antioxydante de la grenade est 3 à 4 fois supérieure à celle du vin rouge ou du thé vert. C'est une science en marche, une science nouvelle, qui s'appelle la nutrigénomique. Ici, très simplement, je n'ai fait que reprendre les éléments qui lient ce que vous mangez à tel ou tel type de cancer. Les viandes, les poissons, les œufs, les laitages, les fruits, les légumes, les compléments alimentaires, les matières grasses. Et puis surtout, de comprendre d'où viennent les produits. Quand nous parlons de viande, nous ne parlons pas de la même chose si nous parlons de viande française. 100 grammes de beefsteak en France, c'est 150 calories, 4% de lipides, ou de viande américaine. 100 grammes de beefsteak aux États-Unis, c'est 300 calories, le double, c'est 24% de lipides. C'est de penser aussi comment on prépare ces aliments. Par exemple, cuisiner au wok est extrêmement cancérigène. Mais par contre, braiser des aliments dans une cocotte, comme on le fait traditionnellement dans notre pays, l'est beaucoup moins. Mais c'est aussi de tenir compte de comment on assemble les aliments. Car quand on dit « j'ai mangé un poisson », d'accord, mais qu'est-ce qu'on a mangé en entrée? Une salade ou une tranche de pâté? Avec comment on a préparé ce poisson? D'où il venait? Est-ce qu'il était pollué avec des métaux lourds qui sont très cancérigènes? Qu'avons-nous mangé avec ce poisson? De la purée, des frites ou au contraire des légumes? Qu'avons-nous mangé comme dessert? Tout ça va se mélanger dans le corps, tout ça va avoir des implications très intriquées qui vont rendre la situation encore plus complexe. Et tout ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est la simplifier. Pour que vous tous les citoyens français puissent simplement lire ce livre, peut-être garder le tableau à la fin du livre sur lequel nous reprenons le risque lié au cancer de plus de 200 aliments et simplement, en modifiant quelques petits paramètres de leur alimentation, essayer de diminuer, si possible, le risque de développer un cancer. Après avoir étudié depuis plusieurs années les liens entre certains aliments et le risque de développer tel ou tel cancer, j'ai estimé qu'il y avait un top 7 des meilleurs produits. Ces 7 aliments, ou nutriments en tout cas, ce sont la grenade, le thé vert, le curcuma, le brocoli, le sélénium, la quercétine et l'ail. Alors, parmi ces produits, certains sont particulièrement intéressants. L'ail pour la prévention des cancers digestifs, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, en sachant que pour arriver à obtenir un effet préventif, il faut en manger beaucoup, près d'une vingtaine de portions par semaine. La grenade, extraordinaire produit pour la prévention du cancer de la prostate et cancer du sein. Mais il faut boire un quart de litre de jus de grenade par jour pour faire reproduire l'effet observé dans les études faites chez les malades porteurs de cancer de prostate. Le sélénium, en plus, agit non seulement sur la prévention des cancers, mais améliore la tolérance à la chimiothérapie chez les malades qui reçoivent ce type de traitement. Le thé vert, très important pour beaucoup de cancers,
et qui doit se prendre à la dose d'environ 6 tasses par jour. Alors, vous voyez, les quantités de ces aliments sont importantes pour obtenir leur effet préventif. Il est difficile d'obtenir ces quantités par l'alimentation. En fait, il faut chercher à les trouver dans des compléments où là, on peut obtenir des extraits de ces produits qui soient suffisamment purs, suffisamment en quantité suffisamment importante pour obtenir sanguine. Le sang circule. Si vous voulez bien comprendre, le sang circule dans des voies qu'on appelle les vaisseaux sanguins, qui sont un peu semblables aux routes navigantes. Quand il y a un embouteillage, est-ce que la voiture peut passer? Et donc, dans les vaisseaux sanguins, compte tenu de notre alimentation, compte tenu de notre environnement, nous allons déposer des déchets dans ces vaisseaux sanguins-là. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, nous allons déposer des déchets dans ces vaisseaux sanguins. Alors, une fois que les déchets sont déposés, le diamètre des vaisseaux sanguins sera réduit et on n'aura plus de difficulté à la circulation. Dès que le